Procedo est heureux de vous présenter Parcours. Bonjour, ravi de vous retrouver pour Parcours, l'émission dans laquelle nous explorons les trajectoires et les missions de managers de la sécurité. Aujourd'hui, on part en croisière le long de la carrière de Freddy Pajot, responsable des opérations, des navigations et sûreté sécurité au bateau parisien. Bonjour Freddy. Bonjour Alexandre. Merci d'être sur le plateau d'Agnews Sécurité. Freddy, avec un oncle CRS et des militaires dans la famille, est-ce que entrer dans l'univers de la sécurité était logique pour vous ? Pas forcément. Pas forcément. Alors justement, vous passez un CAP BEP électrotechnique, puis un bac pro maintenance système mécanique automatisé, et ensuite vous décrochez un premier job dans l'Aisne, qui est votre région, comme électrotechnicien dans une société de déshydratation de légumes, d'oignons entre autres. C'est vachement original comme secteur. Tout à fait. Vous n'avez pas trop pleuré ? Si, un peu. Beaucoup. Les oignons, ça fait pleurer. Originaire de Laon, vous quittez votre région natale, puis vous arrivez à Paris en septembre 2001 pour entrer chez Air France Cargo. Mais avec les attentats du 11 septembre, ça tombe à l'eau. Voilà, tout à fait. Mais de l'eau, vous passez dans les airs comme agent de piste à Orly pendant 6 mois. Et là, justement, ça vous offre de découvrir les aspects du milieu et du métier de la sécurité. Tout à fait. En fait, en rentrant sur Orly, j'ai dû passer les petites formations sur la partie sécurisation avec les EC, l'espace Schengen, vu que ce sont des zones internationales. Ouais. Donc du coup, pas mal de petites formations pour avoir le fameux Graal, le Sésame, pour pouvoir travailler sur les plateformes aéroportuaires. Ouais. Et du coup, oui, plus sensibilisé, donc agent de piste, donc décharger les avions, placer les avions, faire le support, faire aussi sur des compagnies assez spécifiques, donc El Aline, Air Algérie, Iranair, donc c'est des choses qui sont pas simples, on est contrôlé, il y a des checks, et du coup assez intéressant. Mais toujours dans le domaine assistance aux usagers. Mais quelque part, ça vous permet de retomber sur vos pattes, comme agent de maintenance chez une filiale finalement d'Air France Cargo. Tout à fait. Vous arrivez à rebondir. Là, ça retombe à l'eau, disons plutôt sur l'eau, puisque vous décrochez en 2005 un poste d'électrotechnicien au bateau parisien. Avant d'expliquer ce qu'était ce job, est-ce qu'on peut expliquer à ceux qui nous regardent ce que proposent les bateaux parisiens ? En fait, Bateau Parisien, c'est une compagnie qui est au pied de la Tour Eiffel. Donc, on propose des croisières dîner-déjeuner. D'accord. Des croisières de 2h30 avec de la restauration à bord. Des croisières commentées, pardon. Promenade, avec un parcours d'1 heure de la Tour Eiffel. On monte jusqu'au nord de Paris. Bon, pas au nord, mais à l'est de Paris. Et on revient. Bateau couvert ou découvert. Couvert ou découvert, voilà, avec 13 langues en simultané, avec des audio-guides, voilà, plein de petites choses. Et on a aussi bateau-bus, où on a 9 escales dans Paris, où on monte, on descend, comme on veut, la journée, avec un forfait 24 ou 48 heures. Et c'est assez sympa, parce qu'on est au pied des musées. Voilà. Exactement. On arrive dans le quartier latin, au pied de la Tour Eiffel, des musées, donc c'est parfait. Ça évite de prendre les bouchons parisiens. Exactement. On débarque, on embarque quand on veut, en fait, dans une journée. Et puis également de la location d'espace pour séminaires. C'est ça, tout à fait, avec des bateaux Bretagne ou autres sur des pontons. Alors, poste d'électrotechnicien au bateau parisien, c'est votre premier job. En quoi ça consistait ? En fait, on a les bateaux, donc c'est réparer les génératrices électriques, toute la partie technique, propulsion, commande de propulsion, incendie, éclairage de secours, éclairage standard, sonorisation. Voilà, toute la partie production énergétique et utilisation du bateau. Mécanique et technique. Mécanique et technique. D'accord. Combien de bateaux, justement ? 20 bateaux. 20 bateaux, quand même. Et en termes de personnel, ça représente combien de personnes ? On est à 354 temps plein et on peut monter à pas loin de 550, 600 en saison. Grosse période, quand il fait beau. Quand il fait beau et qu'il n'y a pas de Covid. Exactement. Viennent en France. En moyenne, c'est quand même 3,5 millions de passagers par an, c'est énorme. Donc entretien, maintenance du bateau, on va résumer ça comme ça. Et puis, c'est ça qui est amusant dans la vie, c'est des échanges, des rencontres. Là, vous échangez avec un directeur technique et tout d'un coup... Feeling, après c'est de la relation humaine, feeling sur l'échange, sur mon passé, sur ce que j'ai vécu, vers quoi j'inspire aussi. Et en fait, il a l'occasion de me donner ma chance, donc dans la partie services généraux et sûreté sécurité. D'accord. Et qu'est-ce qu'il vous propose ? Et en fait, il me propose de prendre le poste de responsable. Et justement, c'est un poste qui n'y avait pas du tout à vendre au sein des bateaux. Et du coup, de créer le poste, de créer, entre guillemets, vers quoi je voulais aller, et de me donner les moyens de le faire. C'est surtout ça qui est important, en fait. C'est rare de rencontrer des gens comme ça qui vont un peu puiser chez les jeunes, d'un peu de curiosité pour savoir d'où ils viennent et où ils veulent aller. Vos missions, donc, de façon plus détaillée à ce moment-là ? En fait, alors sur la partie sûreté, parce que c'est ce qui nous concerne aujourd'hui, en fait, on a eu la chance d'avoir une audit avec les experts de chez Alain Bauer, Associates,
en fait, qui a un peu été le carnet de route pour la construction justement du plan de sécurisation du site et de sûreté. Et en fait, voilà, c'était un peu ma bible pendant 4-5 ans de façon à pouvoir avancer, sécuriser sur le poste et sur la partie sécurisation, nouvelles techno, voilà. Et aussi la partie assez importante, on parle beaucoup de technologie, mais on parle très rarement de l'humain, des gens au quotidien qui utilisent et qui participent, entre guillemets, les collaborateurs. D'accord. Mais parce que c'est particulier cet univers du bateau. Non seulement il y a ces 20 bateaux, mais ce qu'on n'existe peut-être pas, il y a aussi les ports d'attache quelque part. Il y en a combien sur la Seine ? En fait, on a trois ports d'attache. Donc, on a au pied de la Tour Eiffel, qui est le principal site d'exploitation et aussi port d'attache. On a aussi au pied du musée d'Orsay, qui est le port d'attache de Bateau-Bus. Et on a aussi à Boulogne-Billancourt, à côté de la sous-préfecture, où c'est l'endroit où on fait l'entretien de tous les bateaux. D'accord, le garage, on va dire, en quelque sorte. Donc, votre job, c'est quoi ? Sécuriser les bateaux en termes à quel niveau ? En fait, sécurisation au niveau du port d'attache, en termes de navigation aussi, pendant la navigation. En fait, on a aussi, suite au carnet de route, on a travaillé avec la zone défense, justement pour mettre un peu un plan, une ligne de conduite, un fil rouge, une ligne de conduite pour dire, voilà, sur les bateaux, aujourd'hui, on a quels risques sont identifiés, quels sont les potentiels, donc plus ou moins élevés selon les différents critères. Et en fait, on a dit, voilà, il faut sécuriser les timoneries, les accès salles machines, c'est assez important. Et du coup, on a travaillé donc, avec la zone défense, avec une autre compagnie aussi qui était un peu plus différente, qui font, eux, des bateaux hôtels. Et on a mis en place voilà, la partie mise en place de contrôle d'accès, intrusion, plein de petites choses comme ça. Et éduquer aussi les collaborateurs, justement, à utiliser, à ne pas laisser tout ouvert comme dans un moulin à vent. D'accord, donc la protection s'exerce également... la sécurité sur le personnel, mais également sur les clients. Sur les clients. On a quand même énormément de clients. Selon la population que vous pouvez avoir, si c'est du japonais, si vous sécurisez très bien avec des ADS ou autres, les Japonais sont ravis, sauf que vous prenez des Français ou des Hollandais. Ils n'aiment pas trop. Ils n'aiment pas être fliqués, ils n'aiment pas être contrôlés. Donc c'est des choses où dans beaucoup de choses, c'est une question de curseur. En fait, c'est où on met le curseur selon le type de population. Et selon la tendance, selon ce qui se passe aussi en géopolitique, voilà, c'est des choses où, sur certains pays, on a vu quand la France s'est un peu fritée avec la Russie, forcément, on a eu beaucoup moins de Russes, et du coup, c'était un peu plus compliqué quand on les recevait, vous étiez un peu plus méfiants. Donc, il a fallu faire évoluer des textes réglementaires en termes de zones fluviales. Également. Donc en fait, on a quand même une belle compagnie avec beaucoup de relations. Et en fait, on a la DREA et la DGTM qui est notre organisme de tutelle, donc le ministère des Transports. Et en fait, sur pas mal de sujets, alors plus sur la partie secours, où on n'était pas forcément d'accord avec ce qu'ils nous proposaient. En fait, nous, sur la partie pratique, souvent on se pose la question... Quand on change une organisation, quand on va sur un nouveau projet, on dit voilà, qu'est-ce qui se fait de mieux dans le domaine équivalent ? Et en fait, on avait pris sur la partie toute bête les gilets de sauvetage. En fait, on s'est dit sur la partie aérienne, en fait, les gilets de sauvetage sont sous l'échelle. Exact. C'est juste ultra pratique, les gens mettent, sont assis, ils bougent pas. Et en fait, l'administration nous disait non, c'est pas possible, faut les parquer dans des placards. Avec des accès dans un endroit du bateau. Dans un endroit du bateau, avec accès pas forcément hyper pratique, et c'est vite la bousculade. Et en fait, on a eu l'occasion d'échanger avec la zone défense, la préfecture yacht, et en fait, on a fait l'exercice Phoenix en 2017, où en fait, il y avait plusieurs acteurs, donc la BSPP. Quoi, juste pour préciser, l'exercice Phoenix, c'était en fait une simulation de catastrophe et prise d'otage sur un bateau en plein milieu de la Seine. D'accord, donc ça c'était avec la brigade fluviale, la BSPP, la zone défense, et du coup, il y avait la partie Croix-Rouge et sécurité civile. D'accord. Donc voilà, plein d'acteurs dans différents domaines, et aussi le SAMU, pardon. Et du coup, on a mis, vu qu'on n'était pas forcément d'accord, on a dit OK, on joue. Et en fait, on met les personnes les plus mauvaises, bon, le terme n'est pas bien, mais les moins efficaces dans le métier. Les plus léthargiques. Voilà. Et du coup, on les a laissés faire. Donc, on a embarqué, on a été, entre guillemets, des observateurs, comme il se fait dans les exercices. Et en fait, les gens sont venus nous voir en disant qu'est-ce qu'on fait ? Et on leur a dit faites vos procédures habituelles, comme vous avez fait, voilà, votre ligne de conduite. Et en fait, ça a été le chantier. Et en fait, là, ils se sont aperçus que oui, tous les gens, entre guillemets, qui faisaient les blessés, en fait, se sont agglutinés au niveau des zones pour les gilets de sauvetage. Et en fait, se sont aperçus que c'était pas du tout fluide, même plutôt accidentogène et même compliqué, du coup, pour les secours, pour pouvoir évacuer les gens. D'accord. Et du coup, suite à ça, on a eu des réunions. Donc l'administration nous a remercié d'avoir joué le jeu et d'avoir dit, entre guillemets, vous avez osé, on s'est un peu frité, vous avez osé dire, vous avez démontré par l'absurde, entre guillemets, que c'était, ce qu'on disait, c'était pas terrible. Et du coup, ils nous invitaient à la table pour l'évolution des textes réglementaires. Et aujourd'hui, on est intégré à la DGTM.
ministère des Transports, qui nous permet de faire évoluer les textes et approfondir en tant que sachant. Tout ça a porté ses fruits. Tout Vous à faites fait. également, on va y arriver, des exercices de simulation attentat. Vous en avez fait au Stade de France, à la Tour Eiffel, au Carré Sénart. Et là, donc, une relation avec la BRI, avec le RAID. Et également, voilà, donc avec plusieurs organes, donc toujours la zone défense, qui est un peu notre point d'entrée sur pas mal de choses, la BSPP, la brigade fluviale, donc voilà. Quand il y a des choses à faire, en fait, on aime bien aussi s'exercer, parce qu'on est au pied de la Tour Eiffel, donc un site voilà, assez sensible. Et voilà, on lève la main. Et on a eu la chance aussi pour l'Euro 2016. Donc en fait, on a la BRI qui sont venus nous appeler pour faire des exercices d'approche par rapport à la zone, entre guillemets, la fan zone. Et du coup, assez régulièrement, on fait des exercices. On a aussi les gens du RAID qui sont venus voilà, et un peu s'exercer. L'idée, c'est qu'on est des acteurs majeurs sur la scène. Et en fait, l'idée, c'est qu'on puisse accompagner et nous aussi sensibiliser les collaborateurs. Et de façon à ce que demain, si on voit un Zodiac arriver avec des gens cagoulés, un chien et de l'armement, que notre personnel puisse rassurer aussi les clients, dire « Vous inquiétez pas, c'est géré, on maîtrise et c'est des gens avec qui on travaille. » C'est ça, on sait qui c'est. Et je tiens à préciser également, comme nombre de gens dans l'univers de la sécurité de manager, qu'en parallèle, vous avez souhaité faire une formation supplémentaire. C'était en 2019. Vous avez fait un cursus gestion de crise en sécurité intérieure à l'Université de médecine de Paris-Descartes, là pour décrocher une licence de gestion de crise, mais plutôt pour justement savoir gérer le stress, voir travailler aussi sur les contraintes d'un bateau qui est un peu particulier. Chaque endroit est particulier, mais là encore plus. Sur la partie médecine, voire même sur des accouchements. Donc c'est d'avancer aussi dans votre métier, de progresser, d'apprendre plus. C'est ça. En fait, l'idée, c'est d'avoir des approches vraiment différentes de différents métiers. En fait, c'est vrai qu'on approche toujours la partie sûreté-sécurité, côté plutôt entre guillemets attentats ou choses comme ça. Mais il y a aussi d'autres domaines qui sont le secours ou la gestion de crise. Voilà, pendant un accouchement, on a eu un obstétricien qui a créé une simulation 3D qui permettait justement à ses étudiants de gérer leur stress, d'affiner leur expérience et de s'entraîner de façon à dire voilà, c'est quelque chose où on peut aller dans n'importe quel domaine. Si on n'est pas habitué à s'entraîner, à avoir et à apprendre, en fait, on a notre champ de vision qui se rétrécit, on stresse un peu et voilà, et on passe à côté d'autres choses. Donc c'est vraiment quelque chose où l'ouverture d'esprit est très importante. Combien vous avez d'agents de sécurité qui travaillent pour les bateaux parisiens ? Alors en temps normal, on en a 4. D'accord. Et en ce moment, 1, parce que voilà, les sites sont fermés, c'est un peu compliqué dans le tourisme. Cale sèche. Mais voilà, cale sèche. Mais 4, et on peut monter jusqu'à 16, voire 20, selon si on a des events, si on a d'autres choses, et voilà. D'accord, là, ce sont des agents de sécurité qui viennent de sociétés privées extérieures. Ouais. Je voudrais avoir votre vision des nouvelles technologies, surtout en ce qui concerne votre secteur de bateaux transportant du public et des ports les accueillants. Alors les nouvelles technologies, c'est bien. Sauf que derrière, en fait, ça amène beaucoup de choses. En fait, c'est si demain, voilà, on met des caméras, on met de la distance, on met la 4G ou de la 5G. En fait, sur le papier, c'est bien. Sauf que techniquement, dès qu'il y a quelque chose qui coince, c'est très vite compliqué. On a déjà eu le cas où, 14 juillet, feu d'artifice, couverture GSM coupée. Du coup, vos équipements, s'ils avaient de la 4G, forcément, vous ne pouvez plus communiquer. Donc, c'est garder toujours un filet de sécurité, on peut dire à l'ancienne, de façon à avoir de l'analogique ou quelque part qui permet de basculer et de switcher. En fait, nous, généralement, ce qu'on fait sur tout ce qu'on met sur nos bateaux, en fait, on a des liaisons en ligne, mais il faut qu'on puisse marcher en mode coupé du monde, de façon à être autonome et de pouvoir prendre des décisions et avoir des informations, des indicateurs à droite à gauche pour pouvoir aider la décision et continuer à avancer et de travailler. C'est important de le souligner, ça. C'est vrai qu'on n'imagine pas ces cas de figure où effectivement tout ce qu'on utilise tous les jours peut être coupé et de garder quand même... C'est ça. Après, il y a des choses... Paris est magnifique, la Seine est magnifique, la Tour Eiffel est magnifique, sauf que sur la partie GSM, nous, on a le cas, c'est qu'on a un effet parapluie. Donc, tout ce qui est fréquences radio, il y a les fréquences militaires, on a eu le problème avec... Dès que les radars commencent à se mettre en route, on a toutes nos bornes Wi-Fi qui se mettent en off. Donc, c'est plein de petites choses comme ça qui font que, on se dit, c'est sympa sur le papier, mais en fait, c'est compliqué. Il faut vraiment sécuriser. Des solutions, Et après, il y a la gestion de flux. Si vous avez un informaticien qui se loupe, sur le plan IP ou alors le data center, c'est plein de petites choses qui font que des fois où, dans notre réflexion, on est plutôt en mode open et derrière, entre guillemets, on garde quelque chose de fiable. Pour terminer, je voudrais avoir votre vision du futur du directeur sécurité. On a vu, votre évolution. Vous êtes venu d'un univers un peu différent pour arriver dans ce domaine dans lequel vous vous éclatez. Comment vous voyez le futur de ce métier-là ? Vu mon parcours, en fait, c'est quelque chose où je pense qu'il faut
garder le champ libre entre guillemets de personnes qui viennent d'autres univers que du domaine de la sécurité ou issus du rang. Parce que c'est vrai que c'est beaucoup de gens issus du rang dans le domaine. Et après, c'est aussi la diversification. Aujourd'hui, dans plein d'entreprises, donc il y a les grosses entreprises qui ont directeur sécu, il n'y a pas de souci. Sauf qu'il y a plein de petites entreprises ou de moyennes entreprises qui n'ont pas les moyens forcément d'avoir un directeur sécu attitré et spécifique. En fait, c'est quelque chose où il faut trouver un compromis avec un autre job. Moi, je sais que j'ai plusieurs cordes à son arc, qui puisse, voilà. On a aussi la partie DSI, sécurité informatique, où c'est vraiment des jobs spécifiques maintenant, où c'est bien dissocié de la sécurité. Donc, c'est aussi, ça peut être les deux, ça peut être aussi quelque chose sur les services généraux, ou quelqu'un d'opérationnel qui a la sensibilisation. Donc, c'est quelque chose où il faut peut-être structurer la partie formation pour vraiment asseoir la personne, mais aussi rester ouvert de différents cœurs, comme on peut avoir avec les autres personnes que vous interviewez pour les parcours, et laisser la chance à des gens qui n'ont peut-être pas l'opportunité, pareil, de faire de grandes études, qui ne sont pas forcément des littéraires ou autres, mais qui sont opérationnellement et qui ont un sens peut-être tactique et pratique et pragmatique qui peuvent être intéressants et qui peuvent l'amener loin, en fait. Ne pas avoir d'œillères, essayer d'ouvrir et d'aller chercher des profils qui peuvent compléter et qui peuvent aussi assimiler peut-être d'autres missions que celles simplement de sûreté sécurité. C'est ça. Merci beaucoup, Freddy Pageot. Merci, Alexandre. Merci à Benjamin Souhaité à la réalisation et à la Dream Team Agora à la production. On se retrouve très vite pour un nouveau parcours. En attendant, prenez soin de vous. Procedo a été heureux de vous présenter Parcours.